Je travaille au Purple Team pour Security Compass. Je suis pentester applicatif et lead du Purple Team. Ça fait pas mal depuis les années 90 que je suis dans le hacking. J'ai un cégep université et je m'intéresse énormément au bug bounty. Et le tool vient principalement de ce concept-là. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà vu l'outil avant, qui l'avaient regardé sur le web? Cool. Vous allez savoir c'est quoi aujourd'hui. Donc, en fait, le but, si vous avez déjà utilisé les outils de Dearbuster, Dearbee pour faire du brute forcing de directory, de file name sur des sites web, mon tool vient remplacer ces outils-là qui est dépassé, en plus qu'ils n'ont pas eu d'update depuis plusieurs années. Mais j'ajoute le concept de contexte dans l'application pour pouvoir brute forcer des sites web de manière plus logique et intelligente. C'est une extension de Burp Suite. Ça marche dans la version gratuite autant que la Pro. Ça remplace effectivement Dearbuster, Dearbee. Ça ajoute le concept de Smart que vous allez voir prochainement. Et tout se fait, en fait, relié au contexte de l'application et des URL qu'on browse dans le browser. Donc, Burp Suite, c'est vraiment un proxy qui intercepte les requêtes quand vous vous connectez sur un site web. Donc, la requête passe par Burp et va sur le site, revient dans Burp et retourne à votre browser. Quand Burp Suite reçoit la requête, mon plugin prend cette requête-là et va faire tout le concept de brute forcing intelligent. L'outil a été releasé au DEFCON 24 cet été au Demo Labs. C'est un concept de workshop que plusieurs personnes passent pendant 2-3 heures de temps. Il y a une version fonctionnelle sur GitHub. Et pourquoi je fais la conférence en fait cette année, c'est pour que la communauté, tout le monde embarque dans l'outil, vous puissiez la développer, ajouter des features. Le code est super documenté, super simple, c'est en Python. N'importe qui peut ajouter, envoyer des issues ou des pull requests sur GitHub. Pourquoi Burp Smart Buster? En fait, Dearbuster et Dearbee, c'est vraiment pas efficace. Leur efficacité est très basse. Il n'y a aucune application de contexte. Donc, on brute force des choses basées sur un word list qui est fixe, qui est statique, qui n'a aucun rapport au site web que vous essayez d'attaquer. Il n'y a pas de logique basée sur l'application que vous attaquez non plus. Donc, c'est vraiment juste un word list très simple comme ça. Ces word lists-là sont basés sur les robots.txt des top 1000 sites web de Alexa, le classement du web qu'Alexa fait. Ils ont parsé tous ces logs-là. Ils ont pris l'output de chacun des répertoires, des fichiers et tout. Ils les ont insérés dans un word list, puis on les brute force statiquement. Donc, si on trouvait un site web qui avait /Bob comme répertoire, bien, vous attaquez un site web qui n'a aucun rapport avec Bob, mais vous allez regarder pour le répertoire Bob. Ce qui ne fait pas vraiment de sens, puis qui réduit l'efficacité, le temps, etc. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces outils-là ne vont pas aller regarder pour les file extensions, le type de technologie. Ils ne regardent pas le nom du fichier, le répertoire. Non plus, ils ne regardent pas le domain name. Donc, si vous essayez d'attaquer hackfest.ca, puis que vous scannez des répertoires qui auraient comme nom google.com, ça ne fait pas de sens. Donc, évidemment, le but de l'outil, c'est ajouter le contexte de l'application qu'on attaque dans l'outil, ajouter un mode pour être stealth. Évidemment, ce n'est pas super stealth faire du brute force des milliers de répertoires, mais j'ai ajouté une mini-option qui dit, ben, après un nombre X de données, de requêtes, on arrête, ce qui est le plus stealth qu'on peut techniquement faire. La prochaine étape, ben, c'est de mettre un délai dans chaque requête. Comme j'ai dit, ben, le code, évidemment, il est super simple, puis ça serait cool que, peu importe le monde ici, que quelqu'un embarque pour aider, puis rendre ça encore plus intéressant. Donc, l'objectif du contexte, c'est de regarder le nom des fichiers existants sur le site web et de partir de ces noms-là pour faire le brute force. Que ce soit le file name, l'extension ou le répertoire, on va regarder ces informations-là et brute forcer basé sur ça, en plus du nom de domaine. Donc, comme je disais, hackfest.ca, il y a peut-être un hackfest.ca.zip qui contient la base de données. Essayez pas, il n'y en a pas. Donc,
ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est basé sur les scripts, les noms de fichiers que les développeurs, les sysadmins vont utiliser. On est capable de les mettre dans notre liste, notre word list dynamique, puis de l'insérer dans le logiciel pour brute forcer de manière intelligente. Merci, PY. Fallait bien. Donc, dans les features, ce qui est le fun, tu peux arrêter. Shit. C'est bon. Cheers, buddy. Cheers, Simon. Ah. Ouch. OK. Donc, dans les features, ce que l'outil va faire, c'est regarder principalement au départ le robot.txt. Donc, le robot.txt dit à Google, Yahoo et autres, tel répertoire /swallow /admin. Donc, ça dit à Google, indexe pas le /admin. Ça dit au hacker, va hacker le /admin. Donc, nous, ce qu'on fait, bien, évidemment, on veut brute forcer le /admin ou le /whatever qui se retrouve là, ou les fichiers, etc. Donc, on va parser ça. L'autre chose, j'ai un spider qui va fetcher plusieurs pages sur le site web, un nombre défini dans les configs. Ce spider-là va aller récupérer tous les mots dans la page web, puis il va regarder pour les noms et les nombres, que ça soit écrit en lettres ou en chiffres. Puis à partir de ces informations-là, on peut brute forcer aussi les répertoires et autres. Donc, on a comme le contexte de ce que la personne a écrit sur le site web. Ça rajoute énormément de data, mais ça peut être super intéressant. L'autre chose, c'est les sitemaps. Évidemment, tu as tous les URL que tu peux regarder d'avance. Tu définis un nombre X d'URL à regarder et tu fais ton brute force. Le répertoire courant, donc si je suis dans /A/B, bien, je vais aller brute forcer tous mes répertoires et mes fichiers dans /A, puis dans /B. C'est la requête dans laquelle que mon browser, j'ai fait un clic, il s'en va à cette requête-là, il va faire le brute force dans chacun des répertoires. Si je suis dans /index.php, ben, je vais insérer un préfixe et un suffixe dans l'index.php. Donc, index copy one.php ou copy of index.php. Toutes les copies des Windows 7, 10, Ubuntu et autres sont insérées dans mon fichier. Puis, on les ajoute comme ça dans n'importe quel fichier qui va être brasé dans l'application. L'autre chose, c'est les extensions. Donc, si j'ai index.php, ben, je vais essayer index.php quelque chose, ou je vais remplacer le PHP par d'autres choses, donc index.zip ou peu importe le fichier, .old, .back, etc. Donc, un peu comme j'ai expliqué, la manière que ça fonctionne, c'est que la requête va être parsée, on va analyser tous les fichiers statiques. Après ça, il y a un script qui va passer pour faire les requêtes sur tous les répertoires, les fichiers et autres. C'est multithreaded dans les deux versions. La version pro de Burp Suite, si vous avez la version gratuite de Burp Suite, ils vous ralentissent au niveau des threads. Donc, ils ne vous permettent pas certaines fonctions de faire des requêtes super rapides. Mais vu que c'est un plugin Burp, puis que c'est du bytecode de Python qui est transféré en Java, je suis capable de mettre 50 threads à la vitesse que je veux. Puis je peux brute forcer extrêmement rapidement, ce qui est super le fun. Évidemment, j'ai mis un login API, donc toutes les requêtes sont loguées, vous avez une trace de ce que vous avez fait. Les configurations sont dans un .ini, puis les fichiers de wordlist sont dans un .json. Ça, c'est un petit peu l'architecture de la manière que le site web est fait, pas le site web, l'application. Dans Burp Extender, qui est la fonction pour faire un plugin, il y a deux fonctions principales pour mon plugin. Donc, la première, c'est Register Extender Callback. C'est un callback qu'à chaque fois qu'il y a une extension qui est là, va regarder chaque extension, puis il va envoyer la requête à l'extension. À chaque requête qui est faite, j'ai Process HTTP Message. Donc, quand vous faites un clic dans le site web, la requête est envoyée à cette fonction-là, et moi, je procède mon plugin au complet. Donc, la requête va être envoyée au Spider, au log, le requester qui fait toutes les requêtes, le URL data qui va parser la requête. En code, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, le process HTTP message, ma smart request
qui est ma fonction qui fait tout. Le get smart data qui va aller fetcher tout. Le requester qui, lui, est juste le module multithreaded. Donc, si on répète un petit peu, le concept de la logique, c'est que je vais aller regarder l'environnement de l'application et non pas juste brute forcer sur des fichiers statiques. Donc, j'ai le domain name, les fichiers existants, les fichiers statiques et tout ce qui est les données, les nombres et les noms communs. Mais le prochain step, c'est d'ajouter un niveau de plus qui est d'ajouter le concept de technologie. Donc, si je brute force un site web PHP, pourquoi j'irais checker si l'extension .asp existe? Ça ne fait pas de sens. Donc, il y aurait une fonction de plus à ajouter dans l'application qui est vraiment de regarder les headers, la technologie, les file extensions, puis faire le brute force associé à ça. Mais en même temps, si c'est un site SharePoint, bien SharePoint, il y a énormément de web services dessus. Donc, tu vas aller brute forcer les web services dans des répertoires spécifiques. Ça peut être un GBoss, comme on a vu dans les talks précédents. Ça peut être n'importe quelle technologie qui ont des fichiers spécifiques à des endroits. On veut les ajouter dépendant du check. Ça, c'est un to-do. Vous êtes invité à participer. Le concept d'être stealth, c'est vraiment le nombre de requêtes, comme j'expliquais, et la vitesse aussi. On pourrait faire un brute force sur plusieurs heures ou journées. Présentement, un clic peut générer environ 500 requêtes en 2-3 secondes. Donc, c'est vraiment pas stealth, mais très efficace. Et le code ressemble un petit peu à ça. J'ai un burpsmartbuster.py qui est le fichier Python qui est relié au JSON où il y a tous les fichiers de configuration. Le .ini va aller chercher les configurations de l'application, le nombre de requêtes et autres. La requête Smart Request qui fait le parsing. Et après ça, j'ai mes exemples de extension, directories et files. Donc, file.extension.l'injection ou file.injection. La même chose dans les répertoires et les fichiers. Ça ici, c'est le fichier de configuration ini.ini qui est assez simple. Donc, le nombre de tests, faire 5 requêtes maximum dans le spider. La fonction de smart est à on. Plus tard, je veux rajouter le fait d'avoir les word lists aussi comme dirbuster parce que c'est quand même utile. Et aussi le in-scope. Dans Burp, quand on fait des scans, tu as l'option de in-scope. Donc, si tu vas sur un site web, site.com, puis qu'eux ont des third parties qui loadent Google, qui loadent des pages Facebook puis Twitter, tu ne veux pas aller brute forcer toutes ces third parties. D'un, ça va être très illégal si tu es payé pour attaquer un site X, puis que tu t'en vas pirater tous ses partenaires. Et en même temps, ben, c'est aucunement pratique d'aller faire 50 000 requêtes quand tu es supposé d'en faire juste 500. On a le concept aussi de ignore, donc les fichiers images et autres, techniquement, on ne veut rien savoir de tout ça, mais en même temps, si vous en avez besoin, on peut les ajuster avec ça. Et c'est pas mal ça. Et le fichier JSON.data, c'est le word list qu'on utilise. Donc, le premier en haut, qu'on voit un petit peu mal, c'est le extension. Donc, j'ai comme .zip, .back, .old, .phps et autres. Donc, à chaque fois que j'ai un fichier, je vais aller ajouter ou remplacer l'extension par ces fichiers-là. Ça, c'est un fichier JSON. Vous pouvez en ajouter 50 000. Vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Il y a le type, la description et autres. Après ça, on a le file prefix et le suffixe. Donc, comme j'expliquais, ça peut être le fichier old underscore quelque chose. Ça peut être copy of ou juste le 1 entre parenthèses. Ça fait souvent ça en Windows ou autre. Le espace -copy, le nom du fichier. Les fichiers qui sont sensibles, donc les web.config, les wp-config.php, les répertoires de Git et autres. Qui contiennent le code au complet de l'application. Quand on tombe sur ça, c'est comme la mine d'or, c'est game over, puis on a accès à tout le code. Et voilà. Ça ici, c'est le code qui roule. C'est le résultat, en fait, d'un scan. Donc, ça va montrer en mode verbose, ça va lister, en fait, tous les requêtes qui sont faites dans chacune des fonctions. Donc, requête préfixe pour telle URL. Donc, on voit qu'il a ajouté un préfixe. Et à la fin, on a le résultat qui dit l'URL existe avec le code HTTP, donc 403, 404, 200, la page existe ou pas.
et la page web, le fichier ou le répertoire qui est listé. Le problème avec ça, c'est les faux positifs. Je ne sais pas s'il y a des développeurs ici, mais il y a beaucoup d'entreprises ou de développeurs que quand ils font des sites web, le RFP officiel d'un site web, quand la page n'existe pas, c'est un 404. Right? Tout le monde est d'accord? Mais la plupart des sites, quand la page n'existe pas, ils te retournent un 200 puis ils te mettent une image 404 ou un texte 404. Puis là, c'est un petit peu chiant. Donc, le concept en arrière, c'est d'aller faire une fonction qui valide, en fait, ou qui teste c'est quoi un vrai 404. Puis dans les tests de 404, si on regarde DearBuster ou DearB, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont hard-codé une phrase dans le code, carrément, qui est un mot quelconque que techniquement, la phrase n'existera pas sur un site web. Mais si vous voulez niaiser des pentesters ou des pirates, vous pouvez aller regarder dans le code c'est quoi la phrase, puis aller leur mettre un 200. Créer ce fichier-là, puis la page va toujours exister, fait que leur scan au complet va tout dire les fichiers existent, peu importe ce qu'ils font. Ce qui est super cool. Mais de mon côté, je trouvais ça pas super intéressant. Donc, j'ai simplement fait une fonction qui fait un MD5 random. Random. Et ce MD5-là, je fais une requête. C'est sûr que cette page-là n'existe pas. Je prends le résultat et j'analyse c'est quoi le code de retour. Si le code de retour, c'est 404, c'est simple, c'est un 404 normal. Donc, dans mes requêtes ici, ça devrait être marqué 404 et c'est tout. Mais s'il me retourne un 200, je vais faire un if. Est-ce que le mot 404 apparaît à quelque part dans la page? J'ai un API qui est inclus, qui va aller fetcher tout le texte, qui va le parser, puis qui va regarder est-ce que le mot 404 apparaît. Si oui, je sais que le code 200 avec le mot 404 est probablement un 404. Donc, je peux ajouter une petite note disant c'est peut-être un faux positif ou non. Mais c'est juste un if, donc je peux ajouter, si vous savez c'est quoi un vrai 404 sur le site web, ça dit cette page n'existe pas, vous allez dans le code, vous rajoutez if, cette page n'existe pas, puis vous allez détecter les 404 comme ça. Donc, c'est quand même assez intéressant. Dans les next steps, en fait, c'est comme j'ai expliqué tantôt, rajouter un technology check, donc vérifier si c'est un SharePoint, ASP, PHP, Java, peu importe. Ajouter le concept de community data, donc avoir tout le monde qui utilise l'outil, qui envoie sur un serveur de manière anonyme les fichiers qu'il récupère. Donc, vous détectez un /admin, le /admin est envoyé au serveur, mais s'il y a des milliers de personnes qui envoient /admin, ce nom de répertoire-là va être classé comme il est souvent là, donc on va le scanner à chaque fois. Si c'est un fichier random que personne ne voit à part un, on ne forcera pas le scan aux autres. Donc, le concept de communauté peut être super intéressant. L'autre, c'est d'ajuster la vitesse du thread qui peut vous faire bannir sur certains sites. Si je teste mes choses sur certains pentests dans des entreprises que j'utilise, s'ils utilisent le cloud d'Amazon, eux, leur vitesse, je pense que si on va plus vite que 0.2 ou 0.3 secondes, toutes les requêtes sont refusées après. Donc, ce check-là est super intéressant. Les noms et les nombres, le code est là, mais il n'est pas intégré à 100%, donc il y a un petit fixe à faire. Et évidemment, il y a une tonne de bugs qui peuvent apparaître, donc il y a plein de choses à faire dans le code. Ça ici, c'est le 404 verification, comme j'expliquais. Le if, est-ce que le texte page not found est là? C'est aussi simple que ça, c'est une ligne, on copie-colle, on change le texte, ça finit là. L'autre point que j'ai oublié, en fait, c'est le code 300. Un 404, une erreur, peut être une redirection vers une autre page, mettons la page d'accueil. Celle-là est quand même chiante. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste de dire ceci est probablement un faux positif. Mais il faut le valider manuellement parce que c'est impossible à deviner si la page vers laquelle on est redirigé, c'est-tu vraiment un 400 ou pas, dépendant des sites web. Pour le next step de technologie, j'ai fait un pseudocode, mais en fait, ça peut être aussi simple que ça. La grosse difficulté, c'est vraiment d'analyser c'est quoi la technologie en place. Mais quand on le sait c'est quoi, c'est simplement un if qui va pointer vers une liste, une word list de fichiers, le .json. Donc, j'aurais SharePoint.json, puis dans ce if-là, j'irai faire les scans associés à ça. Ouais. Le community data,
c'est vraiment d'avoir les données de tout le monde de manière anonyme sur les fichiers, les extensions, les répertoires. Les fixes à rajouter, le thread, le spidering avec les mots. Et ça serait super fun d'ajouter un GUI, parce que présentement, c'est tout en console, comme vous avez vu, ça print dans la console. Mais dans Burp, on peut rajouter du code pour que ça apparaisse dans une interface graphique. Et j'ai développé en Java pour faire des interfaces graphiques. Donc, je vous invite à le faire. J'ai un de mes collègues qui a déjà fait une mini-partie, il faut que je l'intègre, mais c'est ça, si quelqu'un aime les interfaces graphiques, ça serait super bienvenu. Ouais, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, quelque chose de mieux qu'une console, peu importe c'est quoi, un Texuria ou autre, ça serait déjà mieux que juste une console qui va s'effacer s'il y a trop de résultats. Donc, ça couvre pas mal ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Oui? Oui, en fait, la plupart des tests d'intrusion qu'on va faire applicatifs vont... on regarde pour toutes les injections SQL, XSS et autres, mais on veut aussi trouver des informations qui seraient potentiellement sur le site web. Fait qu'on va utiliser cet outil-là pour trouver peut-être des fichiers backup, des fichiers oubliés qui contiennent des informations comme des mots de passe et autres. Des fois, on va trouver la base de données. Comme j'expliquais, le concept du domain name, on va scanner pour access.ca.zip, qui a peut-être la base de données dedans. Mais en même temps, ça peut être index.php avec le tilde, qui est un save en Linux. Puis souvent, le bug, c'est que les développeurs vont développer, leur IDE vont sauvegarder le code dans un répertoire, ils vont le pousser au complet au sysadmin qui upload ça, mais tous les fichiers backup ou autosave, des fois, ils vont suivre. Ils vont se faire pousser en prod. Puis ce genre d'outil-là, ben, il va tester les extensions et autres, puis il va trouver ça. Mais quand tu as un fichier .old, que ce soit du PHP ou autre, le code n'est pas interprété par le serveur. Fait qu'au lieu d'avoir le résultat de la page, tu as le code de la page. S'il y a des injections SQL, puis tu vois le code SQL, ben, tu n'as même pas besoin de te forcer, tu le vois live, puis tu es capable de pirater le site web encore plus vite. Là. Fait qu'on utilise ça live dans des pentests, évidemment. Ouais. D'autres questions? Cool. Merci tout le monde.